Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Semae pour un sujet particulièrement important. Il concerne les grands programmes d'investissement qui vont être anglais ici plus spécifiquement bien sûr sur l'agriculture et aussi évidemment l'univers des semences et des plants. 5 invités nous ont rejoints sur ce plateau. Tout d'abord Huguette Thiénia, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Lot et vous avez je crois participé concernant France 2030 à l'angle au volet alimentaire agricole, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait un rapport pour la Commission des affaires économiques sur le volet investissement d'avenir dans le programme France 2030. Et on parlera évidemment notamment d'argent avec vous, hein, on est d'accord? Oui. C'est un peu l'objet. À vos côtés, Pierre Deveau, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche et innovation chez Florimond-Després. Là aussi, vous innovez, vous recherchez, il faut des moyens. Bien sûr. À vos côtés, Claude Tabel, bonjour. Bonjour. Président de l'UFS, Union française des semenciers. Important d'avoir des moyens, d'avoir des outils, d'avoir des équipes pour innover, pour faire de la sélection variétale, de l'innovation. Oui, bien sûr, parce que notre métier utilise énormément la recherche. On consacre une très grande part de notre chiffre d'affaires dans la recherche et c'est important de pouvoir poursuivre. Il faut innover, rechercher, avoir des organismes qui sont performants. On a donc le président directeur général de l'INRAE, Philippe Mauguin, bonjour. Bonjour. Voilà, vous faites de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée. Là encore, les laboratoires, les chercheurs ont besoin de moyens. Oui, bien sûr. On a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de défis et on a besoin de moyens. Beaucoup de défis, on le voit dans le contexte actuel. Plus que jamais, il faut trouver toutes les solutions pour les problèmes géopolitiques, agroécologiques, environnementaux. Ça passe notamment aussi par le travail des chercheurs. À vos côtés, Jean-Marc Bournigal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Semae. Un regard général déjà de votre part, effectivement. On a entendu quelques-uns ici qui disaient qu'il faut des moyens. L'interprofession, elle regarde comment l'univers de la recherche et les moyens, bien évidemment, qu'il faut pour satisfaire tous ces défis, toutes ces attentes, comme disait M. Mauguin. Comme vous le dites, on est face à des défis. On a un défi démographique au niveau planétaire pour améliorer la capacité de production de la planète. On doit faire face au changement climatique. On doit également assurer la transition agroécologique. Et les attentes sur le secteur que nous représentons est extrêmement importante puisque on demande aux sélectionneurs de pouvoir avoir des semences qui utilisent moins d'eau, qui résistent au froid, qui résistent au stress de la chaleur, qui permettent de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, donc qui résistent aux maladies, aux ravageurs, qui derrière permettent aussi d'optimiser l'utilisation des engrais et puis même en plus maintenant des attentes au niveau nutritionnel. Tous ces sujets-là demandent énormément de recherche. Le spectre est très large dans ce que vous dites déjà, énorme, autant d'attentes. Donc les attentes de toutes les productions qui sont autour de nous se retournent vers les sélectionneurs pour trouver des solutions par rapport à tout ça. Cela demande des mobilisations de recherche extrêmement importantes. C'est ce que font les acteurs du secteur puisqu'ils mettent une grande part de leur chiffre d'affaires sur de la recherche, mais également un appui extrêmement fort de la recherche publique parce qu'il y a toute une base de recherche fondamentale, d'acquisition de connaissances. Donc effectivement, on ne peut qu'accueillir très favorablement des grandes actions type les plans d'investissement d'avenir et les annonces aussi sur France 2030 qui mettent la génétique comme étant un sujet sur lequel la nation doit investir, public et privé. Madame la députée, vous entendez ce qui est dit là? Plus que jamais aujourd'hui, on regarde aussi de l'actualité, évidemment, malheureusement, on voit que l'univers des semences et des plants, l'agriculture en général, a vraiment besoin d'argent pour cette recherche qui va permettre de trouver des solutions. Oui, l'agriculture est confrontée à beaucoup de défis et elle a besoin de se réinventer. Et puisque c'est aussi dans un contexte de souveraineté alimentaire qui fait que nous devons investir dans ces filières, à commencer par la recherche pour trouver des variétés qui sont adaptées aux besoins de nos agriculteurs. Nous devons aussi investir dans tout ce qui est les équipements relevant de l'agroécologie et être compétitifs par rapport
à l'écosystème européen, mais aussi par rapport à ce qui se passe au niveau international. Plus que jamais, je pense que c'est le moment d'investir dans le monde agricole et c'est pour ça que France 2030 vient à point, à mon sens, en tout cas pour ces différents secteurs agricoles. Alors, on va en parler de France 2030, bien sûr. Il y a aussi France Relance, si je ne dis pas de bêtises, et également les PIA 4. Donc, il y a, on va dire, trois cartouches, quelque part, qui vont permettre d'amener du financement. Madame la députée, on ne va pas se mentir, hein, en France, la recherche en général, on l'a un peu oublié un certain temps. Ce n'est pas la faute à une ou plusieurs personnes. La recherche dans l'absolu, même pour la santé humaine aussi, on le sait, voilà. Les choses doivent peut-être un peu évoluer aussi. Vous avez raison, il se trouve que moi-même j'étais chercheur avant de devenir député, donc le monde de la recherche n'a pas toujours été soutenu, mais c'est vrai qu'exceptionnellement, depuis la dernière loi que nous avons votée sur la programmation pluriannuelle de la recherche, ça a été un pas notamment pour accompagner la rémunération des chercheurs. Et avec France Relance aussi, qui est venue en complément des projets qui sont déjà prêts, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine des autres secteurs économiques. Et France 2030, du coup, donc qui relève des investissements d'avenir, vient encore appuyer sur l'engagement de la France à aller vers des technologies d'avenir. On a une idée des montants précis, parce que je sais que les messieurs qui sont à la table aussi, en préparant cette émission, m'ont dit, ne pas trahir un secret, bon, voilà, on nous promet des titres de programmes, on nous promet de belles solutions. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent à la recherche, hein, c'est aussi pragmatique que ça, et puis après on verra comment chacun, M. Mauguin aussi, peut réagir là-dessus. Alors, sur le montant, il y a eu un amendement historique qui a été voté avec une somme de 34 milliards d'euros pour tous les différents secteurs d'avenir. Donc, ce montant sera réparti dans les différents domaines, y compris les secteurs agriculture. Et ces montants est différent, bien sûr, des montants qui ont déjà été alloués dans le cadre de France Relance, parce qu'il faut séparer les deux. Les premiers, il me semble que c'était 2,5 milliards qui vont d'ores et déjà être débloqués pour 2022. Les différents appels d'offres sont en cours ou en tout cas vont se mettre en place. Et je pense justement que c'est l'occasion pour le secteur agricole d'affiner les différents volets sur lesquels il faut investir, y compris pour les semences. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut s'engager pour essayer de trouver les bonnes solutions. Philippe Mauguin, président et directeur général de l'INRAE, votre regard sur cette approche économique et bien sûr pratique pour vous, pour ce que vous recherchez. Oui, moi je confirme qu'il y a eu, avec la loi de programmation de la recherche qu'évoquait Madame la députée, un vrai signal qui a été donné à la communauté scientifique. Pour ce qui nous concerne, INRAE, ça se traduit par le contrat d'objectifs et de moyens que j'ai signé hier soir avec Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, et Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il nous donne, en plus des moyens qu'on avait en base, des moyens supplémentaires qui vont nous permettre d'augmenter les recrutements de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, qui vont nous permettre d'augmenter les partenariats à la fois en France avec les écoles, les universités, et au niveau international avec des partenaires dans le monde entier. Et en gros, on a, sur les 5 prochaines années, pour INRAE, pour favoriser ce déploiement, 100 millions d'euros supplémentaires. Mais ça fait une belle somme dans l'absolu. Oui, ça fait une belle somme et ça permet surtout de remonter le niveau des effectifs scientifiques qui s'était érodé depuis 10 ans. Le deuxième message important, puisque ça ne s'arrête pas là, c'est que le gouvernement va nous demander à INRAE de piloter des grands programmes de recherche nationaux pour l'ensemble de la communauté scientifique. Et on va donc en lancer 2. Un sur l'agroécologie et le numérique, comment on mobilise les ressources du numérique pour accélérer la transition agroécologique, 65 millions d'euros pour la recherche. Dans ce grand programme, on a un volet qui intéresse évidemment nos collègues et partenaires semenciers, le phénotypage, parce que le phénotypage de l'ensemble des... On rappelle en 2 mots qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est comment on va identifier dans toutes nos ressources génétiques, on a des collections de ressources génétiques végétales mais aussi animales extraordinaires en France, et on va sélectionner à l'intérieur de ces ressources les variétés, les individus, les espèces ou les variétés végétales qui vont le mieux résister au stress hydrique,
qui vont le mieux résister au dérèglement climatique. C'est fondamental d'avoir ces cartes d'identité pour répondre, comme disait M. Bourdigal, et on le enjeux. fait avec des plateformes qui sont au meilleur niveau mondial en France pour accélérer finalement l'identification des gènes d'intérêt et des variétés d'intérêt. Donc ça, c'est le premier programme prioritaire. Et on pouvait se dire qu'on n'allait pas assez loin, notamment sur la mobilisation des nouvelles techniques et les nouvelles voies d'édition du génome dans la recherche. Nous, on a dans nos laboratoires des équipes qui travaillent sur l'édition du génome. Et donc, on a confié à INRAE le pilotage d'un programme sur la sélection génétique pour faire face aux défis du climat et qu'on va mobiliser 30 millions d'euros supplémentaires. Donc, les deux au total, c'est pas loin de 100 millions d'euros. On a un président-directeur général satisfait. Oui, satisfait. Après, je connais mes chercheurs. Les chercheurs du privé, du public, ils en ont jamais assez les moyens. Mais là, il faut reconnaître qu'on a une inflexion, qu'il y a un signal qui est donné, et que si on arrive à bien se mobiliser ensemble, la recherche fondamentale avec nos collègues du CNRS, du CIRAD, de l'IRD, les écoles, les partenaires semenciers, on arrivera, je pense, à vraiment accélérer la transition. Claude Tabel, président de l'UFS, comment est-ce que vous regardez cet argent public qui va arriver, qui va accompagner comment est-ce que les semenciers voient ça? Quels sont, pour vous, les points importants, hein? En préparant cette émission, vous me parliez des nouvelles technologies, CRISPR notamment, et puis les solutions à propos, bien sûr, du comportement des variétés. Bien sûr, et je suis ravi d'entendre ce que vient de dire Philippe Mauguin sur les axes qui sont donnés et l'orientation au niveau des programmes de recherche. Pour nous, c'est essentiel. On a une culture en France de recherche collaborative entre établissements semenciers, collaborative entre établissements semenciers et recherche publique, et il faut pouvoir la faire perdurer. C'est important d'avoir justement cet aspect collaboratif, on est d'accord. C'est presque une originalité, c'est presque une originalité française, un peu européenne, mais c'est presque une originalité et c'est très très important de pouvoir continuer. Et il nous faut des moyens pour pouvoir faire ça, et on est ravis de voir que les moyens sont mis à disposition, notamment sur les deux sujets que vous avez évoqués, le fameux phénotypage qui est essentiel. Pour nous, ce qu'il faut, je ne sais pas si le grand public le sait, mais nous observons chaque année des millions de plantes pour essayer de trouver les quelques-unes qui semblent répondre aux défis de demain. Donc c'est très très important. C'est important de faire de la pédagogie, messieurs, madame, aussi, effectivement, pour expliquer à quoi sert cet argent et comment est-ce que la recherche avance concrètement. Il n'y a pas de magie ou de démon ou de diable derrière. Non. On fait de la pédagogie et on rappelle effectivement que dans des variétés anciennes, dans le phénotypage, etc., grâce à tout ça, on peut trouver des solutions, mais il faut des moyens. Tout à fait. Et un point qui est important aussi, c'est de se rappeler que pour amener une nouvelle variété auprès des utilisateurs et des consommateurs, il faut pratiquement 10 années de travail. Donc quand on dit aujourd'hui, on a des objectifs à 2030 de réduction des produits de traitement phytosanitaire, de réduction aussi de l'utilisation d'engrais. 2030, c'est déjà pour nous, aujourd'hui, pour les sélectionneurs. Et avoir disposé d'outils qui nous permettent d'accélérer notre travail, comme les fameuses nouvelles méthodes d'édition du génome et autres, c'est essentiel pour pouvoir répondre à ces défis-là si on veut être dans les temps demain. Pierre Deveau, vous êtes, celui qui aussi est les mains dedans dans la recherche. Vous êtes directeur recherche et innovation chez Florimond-Després. C'est quoi le ou les sujets les plus importants qui, à votre niveau, sont importants? Alors, je crois que le plus important pour nous actuellement, c'est de pouvoir continuer notre travail comme nous le faisons depuis des centaines d'années, et disposer en fait des outils nouveaux qui nous permettent d'être plus efficaces. Et comme Claude le disait juste à l'instant, l'édition du génome en fait partie. C'est glouton en financement, justement, ces nouveaux outils, l'édition du génome, ces recherches-là. C'est glouton en moyens, en technique, en recherche. Alors, ce sont des nouvelles technologies, en fait, mais qui font appel quand même à des technologies anciennes, puisqu'il va falloir régénérer des plantes qui vont être mutées. Donc, ça fait appel à un savoir-faire antérieur, avec des nouveautés au niveau de la connaissance du génome, du séquençage, de l'identification des gènes, pour pouvoir justement précisément les modifier. En France, on est en pointe, messieurs, j'ouvre la question à qui souhaite répondre. On est en pointe sur ce sujet-là, qui est un sujet fondamental pour demain. Hein. Ce n'est pas simplement manger, c'est fondamental. Sous le contrôle des collègues, je pense qu'on est dans la course mondiale. Si on regarde l'ensemble de la recherche
en biologie végétale, génétique, amélioration des plantes. On a un secteur semencier qui est dans les tout premiers rangs, pas dire le premier, je vois qu'il confirme, c'est toujours le cas. Donc c'est un secteur très dynamique. Et au niveau de la recherche publique, c'est vrai qu'il y a eu des très gros investissements, notamment la Chine est en train de monter depuis 10 ans ses investissements en génétique et en biologie végétale. Les Américains sont aussi toujours à un niveau très important, mais on est dans le peloton de tête. Et on a cette force, je pense, qui est d'avoir pas qu'une technologie. On mise pas tout sur l'édition du génome. On a une vision globale de l'agronomie, de la réalité des systèmes de culture. On va faire de l'agroécologie, on va mobiliser du numérique, on va faire de la sélection génomique, on va dire traditionnelle, à chaque fois que c'est utile et performant. L'édition du génome, elle peut permettre d'aller résoudre des problèmes compliqués qui prendraient beaucoup de temps à résoudre, mais je dirais qu'on évite un travers que parfois nos amis américains ont pu avoir. C'est pas ni les OGM de première génération, ni l'édition du génome aujourd'hui qui serait la panacée absolue. Il faut le considérer comme c'est-à-dire des approches de compréhension du vivant qui sont dans une approche globale au service de la transition agroécologique. Et ça, c'est peut-être, on va dire, une petite singularité française dont on est fier et qu'on va continuer de porter. Chercher dans plusieurs directions, utiliser plusieurs outils, même s'ils sont anciens. Monsieur Tabel. Oui, bien sûr, c'est important de pouvoir chercher dans plusieurs directions avec plusieurs outils. Je crois qu'il faut aussi rappeler que nos plantes et les variétés que l'on met à disposition des agriculteurs pour le bien des agriculteurs et des utilisateurs, ce sont des variétés qui sont aussi adaptées localement. Et comme l'a dit très bien Philippe Mauguin, on voit une montée en puissance de la Chine, on voit une montée en puissance des États-Unis sur l'ensemble de ces technologies-là. Je crois qu'à côté de la souveraineté alimentaire, il ne faut pas oublier non plus la souveraineté technologique et la capacité que nous devons avoir en France, en Europe, de disposer de ces outils pour pouvoir les travailler sur le matériel végétal qui est adapté à nos conditions européennes. Et ça, c'est essentiel. C'est très important ce que vous dites, on l'oublie. On l'oublie parfois en disant, voilà, on trouve des solutions qui s'appliquent partout, mais pas du tout, pas du tout. Très localisé, vous parlez au niveau européen, mais même au niveau national. Même au niveau national, il est évident que les variétés de blé qui sont cultivées, par exemple, du côté de Lille, ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont cultivées du côté de Marseille. Et ce que l'on voit dans l'histoire et dans ce que nous demandent aussi nos clients, c'est une diversité d'approches qui est liée aussi, comme l'a dit Philippe Mauguin, à une diversité de modes de culture. Et c'est important de pouvoir apporter un nombre de solutions très important et très différents en fonction des besoins des utilisateurs. Pierre Devaux, la même approche, j'imagine effectivement ce côté géolocalisé aussi, même si on a de la recherche nationale, savoir redescendre au niveau local, c'est très important. Hein. Quand on voit les différences d'évolution de climat au nord, au sud, à l'ouest, sur 551 000 km², il y a... Tout à fait. Et j'ajouterais qu'en fait, il y a des espèces végétales qui sont beaucoup plus adaptées justement à des régions géographiques différentes, qui ont une souplesse d'adaptation nettement supérieure à d'autres espèces végétales. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'argent. Je parlais de tiroirs tout à l'heure. Hein, si je résume, il y en a 3 comme ça, France Relance, PIA 4 et France 2030. Qui peut, Monsieur Brunigal peut-être, avait déjà une petite approche pour dire, voilà, celui-là, ça peut permettre ou c'est déjà utilisé d'ailleurs, si on essaie de faire un petit point. Dans France Relance, il y avait déjà des éléments qui avaient été mis en place pour accompagner notamment la recherche, mais plutôt dans le cadre du plan protéines pour accompagner la recherche génétique sur les protéagineux. Donc, sujet important, bien sûr. Sujet important et qui avait donc déplacé déjà un certain nombre de financements ad hoc. Le matériel, l'agroéquipement également, je crois. Dans la même base, il y avait également, mais là c'était de l'agroéquipement qui était destiné aux agriculteurs eux-mêmes, qui allait dans le sens de la maîtrise des intrants et de l'adaptation au changement climatique dans les cadres de mesures de prévention. Donc effectivement, là il y a eu des larges financements qui ont été mis en place. Dans le cadre du PIA 4, donc le PDG de l'INRAE vous en a parlé, il y a 2 grands plans qui sont tournés vers l'amélioration de la connaissance, puisqu'on est quand même sur des niveaux de faire avancer des fronts de connaissances et de sciences qui sont importants. Et il y a d'autres éléments du PIA 4 qui tournent autour d'autres manières d'intervenir, qui sont des challenges, des défis, qui tournent autour de la robotique, du numérique, et qui permettront aussi de démonstrateurs territoriaux, qui permettront peut-être là d'accompagner un certain nombre d'éléments un petit peu plus avancés dans le secteur qui est le nôtre
Derrière, on parlait du phénotypage à haut débit ou des choses comme ça qui peuvent donner lieu à des financements, mais là, ça sera lié à la mobilisation des acteurs économiques eux-mêmes, puisque c'est des appels d'offres qui sont plus tournés sur les opérateurs économiques. Et puis ensuite, il y a ce qu'on attend maintenant, comme l'a dit Madame la députée, sur France 2030, où là aussi, il y a des financements qui sont attendus autour de la génétique comme étant un secteur d'avenir pour l'économie française, où là aussi, je pense que les semenciers ont toute leur place pour pouvoir contribuer à être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire les premiers exportateurs mondiaux, et donc un secteur d'excellence. Madame la députée, le message est entendu, voilà, hein, notamment. Oui, le message est entendu, donc sur la génétique, la robotique, mais aussi il y a des solutions fondées sur la nature. J'ai fait un rapport sur le biomimétisme et si on y réfléchit, le fait d'aller faire appel à des variétés anciennes pour les remettre au goût du jour, c'est faire du biomimétisme. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'avenir puisque ça nous permet aussi de minimiser l'utilisation des pesticides. Ça nous permet finalement d'utiliser la connaissance de la Terre depuis 3,5 milliards d'années pour essayer de répondre aux défis qui sont confrontés au monde de l'agriculture. Regardez derrière, redécouvrir. On le voit régulièrement sur le plateau de Village Semence, hein, justement, cette approche-là également. Il n'y a pas que le high-tech, pardonnez-moi, devant, il y a aussi se regarder derrière pour redécouvrir des choses. Oui, et pour aller dans le sens de Madame la députée, c'est vrai qu'on a en France des collections de ressources génétiques extraordinaires, parmi les plus belles, que ce soit dans toutes les grandes filières, hein, que ce soit les grandes cultures, le blé, la vigne, les agrumes. On en a aussi des ressources génétiques dans les filières animales qui sont exceptionnelles. Et si on a ces outils de phénotypage au débit qui vont nous permettre de tester des milliers de ressources génétiques, on se donne des chances de trouver des réponses adaptées aux situations locales, aux agroécosystèmes dont on parle, pour aujourd'hui et pour demain. Et ça, finalement, je pense que pour le public, c'est assez réconfortant de se dire qu'il n'y a pas d'opposition entre ces ressources, parfois multiséculaires, c'est pratique, cette biodiversité des ressources génétiques qu'on a à travers tous les continents, y compris dans notre pays, et le progrès scientifique. Le progrès, ça peut passer par une meilleure connaissance de l'ensemble de ces ressources pour aller préparer les ressources de demain. Voilà, et donc le fait d'améliorer ces semences avec des outils pour jouer sur l'expression de caractère, c'est évidemment une partie de la réponse. Mais ce n'est pas en opposition, il ne faut pas opposer le progrès de la recherche avec la diversité des ressources, au contraire. Monsieur Deveau, vous êtes d'accord, évidemment? Oui, tout à fait. Oui. Et si je rebondis un peu sur les programmes PIA 3, certains étaient vraiment dédiés à aller chercher des allèles dans des gènes, en fait, hein, dans des accessions sauvages inexploités pour pouvoir les introduire dans le matériel élite et conférer donc des caractères nouveaux à ces plantes. Quand vous parlez de ça, évidemment, le public, et je parlais de pédagogie, a toujours peur. On va chercher un gène, on le met dans une autre plante, etc. Bon, ça nous amène aussi au NPT également. Hein. Alors, je pose le sujet. Faire de la pédagogie pour montrer qu'on ne fait pas des diableries. C'est ça. Ça fait peur quand on parle de ça. On est d'accord. Le public a simplement peur de ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche, parce qu'on ne parle pas assez, on n'explique pas assez. Alors là, je reviens sur le sujet. En fait, ces gènes ont été introduits par croisement et rétrocroisement. On a recroisé avec du matériel élite pour ne garder que la fraction intéressante provenant de l'accession sauvage. Ça n'a pas été du tout introduit par génie génétique. Hein. Donc difficile, on est bien néanmoins de bien faire comprendre qu'en changeant ce vivant-là, ce végétal, on ne crée pas pardonnez-moi, et je souligne, un monstre. Voilà. Je me fais l'avocat du diable, non mais c'est volontairement. Oui. Et ça, c'est quelque chose, vous avez raison sur le fait de dire qu'il faut que l'on accentue nos efforts pédagogiques vis-à-vis du grand public. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, quand on parle beaucoup des biotechnologies, on parle beaucoup des nouvelles technologies, ce n'est que dans nos budgets de recherche, les budgets de recherche de nos entreprises, quand on les interroge, ce n'est que 5% environ, entre 5, ça dépend des entreprises, à 10% de nos efforts de recherche. 90%, 95% de nos efforts de recherche, c'est travailler dans les champs, dans les conditions de l'agriculteur, en faisant de l'observation de millions de plantes pour essayer de trouver les plantes les plus intéressantes. Et en ce sens, l'utilisation des variétés anciennes, des ressources et de la diversité à travers les collections, c'est quelque chose d'essentiel, à tel point que les semenciers, avec la recherche publique, s'étaient
préoccupé de cela dès le milieu des années 70 pour pouvoir conserver tout ce matériel-là qui est un réservoir de solutions pour l'avenir. Ça, on ne le sait pas assez. Les NBT, je voulais quand même en parler. J'en ai parlé avec certains d'entre vous en préparant cette émission. Et clairement, ça fait partie des solutions. Mais en France, c'est encore un sujet qui est globalement interdit par la réglementation. On n'a pas le droit de semer effectivement des graines qui sont issues de ça. Si on revient, qui peut réexpliquer en 2 mots quels sont les enjeux, quelle est la perspective qu'il y a? Monsieur Bournigal, vous êtes désigné par vos camarades. Ils sont absolument charmants. Oui. Je pense que déjà ça a été dit un petit peu tout à l'heure. D'abord, il n'y a pas une solution. Donc d'abord, il y a plusieurs techniques de sélection qui sont à l'œuvre. On ne recopie jamais que ce que la nature fait naturellement. On est tous issus de la mutagénèse. Et d'ailleurs, on continue à s'adapter en permanence, les plantes, les animaux en permanence. C'est l'évolution tout court. On a été capable d'identifier un certain nombre de technologies qui permettent de mieux savoir l'expression des gènes eux-mêmes et de pouvoir mieux sélectionner plus rapidement. Et en fait, ces nouvelles techniques, on n'apporte pas un gène d'une autre plante ou d'une autre espèce à l'intérieur. On travaille l'expression génétique de la plante. Ça permet d'accélérer un certain nombre de processus et quand on voit les attentes qui sont aujourd'hui formulées, nous avons besoin de mobiliser ça. Mais ça a été dit aussi par mes prédécesseurs un petit peu tout à l'heure, c'est une technologie parmi d'autres, c'est pas celle qui est mobilisée de façon systématique, mais elle permet dans certains cas de pouvoir répondre à des véritables questions et ces véritables questions permettront demain de répondre aux enjeux du changement climatique et de la réduction et de la maîtrise des intrants. Donc ça devient essentiel et vous avez raison, il faut qu'on ait beaucoup plus de pédagogie pour que déjà les gens réalisent que la sélection naturelle et la sélection que font les humains depuis des siècles sont basées sur le même principe. Simplement, au cours des siècles, nous avons acquis des connaissances nettement supérieures sur la façon dont les systèmes fonctionnent et on est capable un petit peu plus d'aller plus vite. Mais on ne révolutionne pas non plus le monde. Ça, c'est le premier point. Et puis, un aspect réglementaire. Donc, en Europe, en France, que se passe-t-il? Où en est-on, monsieur Tabet? Et après, madame Thiénia. Oui, il y a effectivement un débat. Ce qui est logique aussi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, des nouvelles utilisations, il est tout à fait légitime et logique qu'il y ait une réflexion et qu'il y ait une consultation au niveau du public pour savoir vers où nous voulons collectivement aller. Et ça, c'est ce qui est en cours en ce moment. Et actuellement, la Commission européenne, à la demande du Conseil des ministres européens, travaille sur une évolution ou va travailler sur une évolution réglementaire en consultant l'ensemble des parties prenantes. Et l'idée de cela, c'est bien de délimiter le champ d'action que l'on veut au travers de ces technologies-là et les modalités d'accompagnement, y compris l'acceptation par le grand public. C'est un enjeu de souveraineté tout court, hein, puisque oui, à l'étranger, on avance sur ce sujet et il ne faudrait pas qu'on soit purement et simplement en retard, on est bien d'accord. Hein. Non, mais au-delà d'être en retard, ce sont des outils qui peuvent nous permettre d'apporter, comme vous l'avez dit, des solutions. Et effectivement, d'autres pays ont déjà fait cette analyse un peu avant nous. Et il faut que nous nous mettions aussi, en France et dans l'Union européenne, dans cette dynamique-là. Madame la députée, les choses évoluent? Oui, les choses évoluent dans le sens où, dans la loi Pacte, par exemple, nous avons mis des mesures pour faciliter l'expérimentation des nouvelles technologies. Je ne saurais pas les dire exactement si elles concernent l'agriculture, mais cette possibilité existe pour les voitures autonomes, pour d'autres types de technologies, en attendant que la solution soit vraiment prête. Il se trouve que l'agriculture est très liée à ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a des directives et que par la suite, la France fait en sorte de les déployer sur son territoire. Mais pour sauver aussi notre recherche en termes de souveraineté, je pense qu'il doit y avoir des possibilités de faire des expérimentations, justement, avant que la solution devienne développée. Voilà, soit développée et finalisée. Et pour rajouter quelque chose qui est très important, il faut miser sur la formation dès l'école, dans les écoles d'agriculture ou d'agronomie, parce que ce sont des nouvelles solutions et je ne suis pas sûre que les anciens ou en tout cas les générations actuelles sont sensibilisées sur ces sujets-là. Donc pour aller vite, il faut commencer la formation dès maintenant.
Monsieur Mauguin. Oui, donc je précise que la réglementation européenne et française n'empêche pas d'utiliser, bien au contraire, l'édition du génome dans les laboratoires de recherche. Donc nous, mais ça ne sort pas du laboratoire. Alors, c'est à partir du moment où on veut faire des essais au champ que la réglementation ne l'empêche pas, mais elle vous demande de vous conformer à la directive qui est en gros celle qui prévalait sur les organismes génétiquement modifiés. Donc c'est assez lourd, et puis voilà, il faut monter un dossier, il faut le suivre, et on est pour le coup en Europe et en France dans un contexte où les derniers essais au champ de produits modifiés génétiquement ont été assez contestés. Et donc je pense que pour les acteurs, ça concerne évidemment directement les semenciers plus que la recherche publique. Oui. Nous, on travaille au laboratoire sans difficulté, ou en serre, on peut le faire aussi sans difficulté, mais si on allait vers des variétés commerciales intégrant des gènes qui ont été édités, c'est là qu'on rentrerait pour le moment dans une réglementation de type OGM et avec une traçabilité, un étiquetage. Et c'est ça qui est en train d'être discuté au niveau européen. Mais il ne faut pas donner l'impression que la recherche française ou européenne serait décrochée par rapport aux autres pays. On a le droit d'utiliser ces techniques pour la compréhension du vivant. Et puis ce que je voudrais dire, c'est que même si on n'a pas de variété commerciale en France qui soit autorisée ou en Europe, on continue d'innover. Tous les ans, il y a des nouvelles variétés qui sortent. On a présenté au Salon de l'Agriculture, on a présenté au ministre de Normandie et à ses collègues ministres de l'Agriculture européens, il n'y a pas longtemps à Strasbourg et à Colmar, les nouveaux plants de vignes, les nouveaux cépages qui ont été mis au point par INRAE, qui sont résistants au mildiou et à l'oïdium. On réduit de 80% l'utilisation de produits phytosanitaires grâce à ces cépages résistants naturellement à la maladie. Ils n'ont pas été obtenus ni par transgénèse, ni par édition du génome, mais par croisement. Et ça donne d'excellents résultats. Et donc, comme ça a été dit par nos partenaires semenciers, on est très innovant en France chaque année. Et donc, il faut aussi ne pas donner l'impression que la réglementation, soit l'édition du génome, nous empêcherait d'innover en France. C'est dans la mise en œuvre. Voilà, c'est intéressant pour le futur et on va y travailler pour le futur, mais on est quand même très bon en France dans le contexte actuel, je trouve. Monsieur Deveau, vous partagez ce que vient de dire M. Mauguin ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Mais c'est important d'être déjà dans l'action, dans la recherche, dans le faire. Et puis après, la réglementation évoluera, on l'espère, pour que les choses aillent sur le terrain. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce sont des outils que l'on met en œuvre dans nos sociétés de sélection, en sachant très bien qu'on ne pourra pas actuellement, sous la réglementation actuelle, faire des essais au champ, tout au moins en Europe, quoi, hein. Donc ça nous limite un peu, bien sûr, parce que nous, notre travail, c'est de créer des nouvelles variétés pour pouvoir les vendre, hein. On a des produits commerciaux. Hein, et qui sont vendus à l'étranger, pour le coup ? Alors qu'ils peuvent être vendus à l'étranger, oui. Si les capacités d'adaptation du matériel dans les conditions du continent visé sont compatibles. Oui, tout à fait. Monsieur Tabel pour l'UFS. Oui, bien sûr, et moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe Mauguin. Il y a une tradition d'innovation très très forte en France aujourd'hui. Donc au-delà des variétés de vignes dont vient de nous parler Philippe Mauguin, il y a aussi environ 500 nouvelles variétés qui sont inscrites chaque année sur le catalogue national et avec des axes de recherche qui prennent en compte l'agroécologie depuis très longtemps, notamment la tolérance aux parasites, etc. Il n'empêche, pour revenir et peut-être pour finir sur le débat précédent, on sait qu'il faut un certain temps pour faire évoluer la réglementation, donc on ne va pas attendre trop longtemps pour essayer de mettre ce sujet sur le dessus de la table. Sinon, je pense que nous attendrons peut-être un peu trop longtemps. Merci, on arrive au terme de cette émission. J'ai envie de dire, on voit les choses peut-être positivement. Des moyens arrivent, c'est nécessaire. Des chercheurs cherchent et trouvent, et de nouveaux chercheurs, je pense aux jeunes aussi, se mobilisent autour de ça. Sur le terrain, on se met en œuvre et l'interprofession aussi est vraiment clairement en regard des défis, des obstacles qui sont là pour se dire on y va, on avance. Et il y a quelque chose de positif. J'espère que c'est ce qu'on dira, on gardera en conclusion de cette émission. Merci Madame la députée d'être venue dans l'émission. Merci messieurs d'être venus parler de ce sujet ô combien important. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.